Comment s'inspirer de Colbert au XXIe siècle. Non seulement on s'est mis à désindustrialiser, mais certains sont même à dire que c'était très bien. Finalement, il fallait plus d'industrie. Il y avait même des grands chefs d'entreprise qui parlaient d'entreprise sans usine. Cette semaine, mon invité est Marc-Daniel Seiffer, maître de conférences honoraire en sciences de gestion et président de l'association Colbert 2019. Il est également co-auteur de Colbert, une source d'inspiration pour les décideurs d'aujourd'hui, un ouvrage dont il a co-dirigé la rédaction avec Jean-Paul Méraud. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le parcours de Colbert, sur sa méthode, ses inspirations et l'actualité de sa pensée au XXIe siècle. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Je suis à l'origine professeur de sciences économiques et sociales, donc j'ai passé le CAPES puis l'agrégation sciences économiques et sociales. J'ai enseigné en lycée, en classe secondaire puis en classe préparatoire. Et ensuite, je suis allé dans l'enseignement supérieur. Et là, j'ai passé une thèse, j'ai fait une thèse et je suis devenu maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne en sciences de gestion, où j'étais directeur du département de sciences de gestion. Et après ce parcours, je suis allé comme enseignant-chercheur à l'université de Toulouse dans le pôle aéronautique et spatial qui est développé à l'université Jean Jaurès. En plus, parallèlement à cette activité d'enseignement et de recherche, j'ai fait aussi un peu de conseil euh, ponctuellement. Je suis rémois d'origine et je suis né à Reims. Et Colbert, c'est le grand homme de notre ville. On parlera un petit peu de sa vie plus tard. Donc, c'est un grand ministre. C'était le 400e anniversaire de sa naissance en août 2019 et je me suis aperçu que les autorités de la ville comme l'université ne préparaient pas du tout d'événements autour de cette naissance. Donc, j'ai décidé de créer une association, l'association Colbert 2019, pour organiser des événements autour de sa naissance, évidemment, et puis de son œuvre. Là, un peu comment ça s'est passé. Alors après, évidemment, si j'ai fait ça, c'est aussi parce que je pensais que l'œuvre de Colbert méritait qu'on s'y attarde et qu'elle était non seulement du passé, mais aussi du présent et peut-être de l'avenir. Alors, c'est un parcours intéressant. Alors, il est décrit dans de nombreux manuels d'histoire de manière extrêmement hagiographique. Un des personnages emblématiques de la Troisième, de la Quatrième République, qu'on enseignait comme modèle aux enfants. Bon, souvent, il y a des choses qui sont un petit peu idéalisées. Alors, la vérité, c'est que c'est quelqu'un qui vient de la bonne bourgeoisie rémoise, la bourgeoisie commerçante, qui est en ascension sociale, donc au début du XVIIe, puis après au XVIIIe siècle. Mais son père se ruine. Son père se ruine, et ce qui fait que Colbert était destiné à avoir une carrière brillante tout de suite dans l'appareil d'État, sans doute conseiller au Parlement de Paris, c'est-à-dire à la juridiction la plus importante du pays. Eh bien, il va commencer une carrière extrêmement modeste dans le privé, on dirait aujourd'hui, à Lyon et à Paris. Et puis après, il devient petit fonctionnaire, dirions-nous aujourd'hui, dans les armées, dans les services d'intendance. Et puis il se fait remarquer, parce que c'est extrêmement intelligent, extrêmement travailleur, extrêmement rigoureux. Avec cette rigueur, il a sans doute appris de ses emplois subalternes, dans le privé comme dans le public. Et puis, il monte, et il se fait remarquer surtout, non seulement par un ministre, mais pour le Premier ministre de l'époque, le cardinal Mazarin. Il faut rappeler un peu la période, pour nos auditeurs qui l'ont oublié. C'est la Fronde. C'est une période
d'instabilité politique incroyable. Il y a une guerre civile. Tout le monde veut se débarrasser du pouvoir royal, parce qu'à l'époque, c'est une régente, Anne d'Autriche, qui gouverne, et le Premier ministre, Mazarin, lui, est d'origine italienne. Alors, on se déchaîne contre lui comme coupable de tous les malheurs du pays. Et non seulement il y a une guerre civile, mais aussi une guerre extérieure. À l'époque, il faut le souligner, la puissance dominante en Europe, c'est les Habsbourg. Habsbourg, c'est une famille qui gouverne en Espagne, en Autriche, en Flandre. Donc la France est encerclée. Et Mazarin, le premier grand patron de Colbert, avec une habileté incroyable, vaincre un à un tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Et Colbert est l'homme de confiance de Mazarin. Et Colbert est tellement, tellement important pour Mazarin que non seulement il gère son immense fortune personnelle, Mazarin est très, très riche, on lui reprochera d'avoir capté la plupart des richesses de l'État, mais à l'époque, il n'y a pas de séparation entre fortune privée et fortune publique. Et à la mort de Mazarin en 1661, Colbert est tellement l'homme de confiance de Mazarin qu'au jeune Louis XIV, il lui dit Sire, je vous dois tout, mais je vous offre Colbert. Et effectivement, Colbert va devenir l'homme de confiance de Louis XIV. Alors, Louis XIV, en 1661, c'est un jeune homme qui apparemment n'avait aucune expérience politique. C'est son parrain, le Premier ministre Mazarin, qui dirige tout, et qui l'a fait de manière extrêmement efficace. Et effectivement, tout le monde se dit, voilà, ça va continuer. Et il va y avoir un nouveau Premier ministre. Et l'homme dont on pense qu'il va devenir Premier ministre, c'est quelqu'un qui est très connu parce qu'il a un château magnifique, le château de Vaux-le-Vicomte, modèle de Versailles, si on veut. Et Fouquet est très, très puissant. Tout le monde pense que Fouquet va devenir Premier ministre. Mais Colbert va participer, même organiser le complot de Louis XIV contre cet homme très, très puissant pour asseoir son pouvoir. Et Colbert va pas devenir Premier ministre, mais va devenir ministre de pratiquement tout, sauf le seul ministère qu'il n'aura pas vraiment, c'est à la fois le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la guerre. Mais tous les autres départements ministériels, c'est Colbert qui va les occuper jusqu'à sa mort. Donc pendant 20 ans, où il va avoir une œuvre, considérable, un gros travail, et dans tous les domaines, effectivement, il va transformer ce pays. Ce pays qu'il faut le rappeler, j'ai dit que Mazarin avait vaincu les adversaires du roi dans la guerre civile, mais les adversaires extérieurs, ce pays était ruiné. Et Colbert, lui, va reconstruire ce pays et en particulier va réindustrialiser la France qui était dépourvue de marine, dépourvue de manufacture, dépourvue d'infrastructures, dépourvue d'à peu près tout ce qui fait la puissance économique d'un pays. Ça a été remarqué par des auteurs américains. Ça peut paraître curieux. La méthode de travail de Colbert. Pour eux, Colbert est finalement le précurseur des méthodes modernes de gouvernement. Parce qu'avant de prendre une décision, il procède à des enquêtes. Également, il n'enquête pas tout seul à Paris. Il s'appuie sur un corps d'intendants, on dirait des super-préfets qui eux-mêmes ont des adjoints. Il leur demande de préciser, par exemple, l'état de l'agriculture dans leur province, l'état de l'artisanat, l'état de la flotte. Et avant de prendre une décision, il analyse ces résultats de ces enquêtes, très formatés, méthodiques, qui doivent lui arriver à un moment donné précis, car il est extrêmement exigeant avec ses collaborateurs. Il en fait une synthèse, et à partir de là, il fait des choix. Et effectivement, c'est extrêmement novateur à l'époque. Il dispose de données quantitatives et qualitatives qui lui permettent de connaître la réalité et la complexité des situations dans tous les domaines.
Et en gros, voilà ce qu'on appelle la méthode Colbert, qui est effectivement celle qui a été imitée ensuite, on pourra en parler, dans des pays étrangers comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon. On voit les réalisations de Colbert en France ont frappé beaucoup d'étrangers, hein. Alors, souvent, comme on dit, on n'est pas prophète en son pays, nul n'est prophète en son pays. Alors, Colbert, c'est vrai, a réalisé des choses considérables, hein, comme redresser la marine, on n'avait plus de marine, créer une industrie. Bon, je vais donner multiples exemples, Saint-Gobain, qui existe toujours, réglementer les forêts, remettre en place des infrastructures. Le canal, par exemple, de Midi, hein, réalisé par Riquet, hein, c'est lui, et j'en passe, il y en a tellement, hein. Il a poussé aussi au développement des sciences et des techniques, hein. Il crée l'Académie des sciences, hein. Et ces réalisations remarquables ont pour but la souveraineté, la France, la souveraineté économique, hein. On l'a vu, Mazarin avait rétabli la souveraineté politique de la France, hein, mais la souveraineté économique était nécessaire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette œuvre, hein, souvent décriée en France, alors de son époque évidemment, mais même après, elle a été reçue de l'autre côté de l'Atlantique, hein. Je vous ai parlé des auteurs américains contemporains qui ont travaillé sur Colbert. Au moment de la Révolution américaine, hein, à sa victoire, il y a quelqu'un qui est très très proche de Washington, le premier secrétaire d'État au Trésor, Hamilton, qui va être tué très, très jeune, mais qui a le temps de mettre en place début de politique économique où il s'appuie sur les méthodes et les réalisations de Colbert un siècle auparavant, hein. Et il parle toujours de The Great Colbert, et ça a une influence très importante parce qu'il part de l'idée que les États-Unis ont pu conquérir, d'ailleurs grâce à la France, hein, de Louis XVI, son indépendance politique, mais qu'elle est complètement dépendante économique de la superpuissance du moment, qui est l'Angleterre. Et que si les États-Unis ne développent pas une économie indépendante, eh bien, son indépendance politique sera factice. Et cette vision très importante de Hamilton va être prolongée, hein, et reprise par exemple par Lincoln. Et une des causes de la guerre civile aux États-Unis, hein, nous on l'appelle la guerre de sécession, hein, dans les années 1860, c'est le fait que le nord des États-Unis suit quelque part la politique colbertiste d'industrialisation, de souveraineté économique, alors que le Sud, qui, vous le savez, produit du coton grâce à l'esclavagisme, lui dépend de l'Angleterre, parce qu'ils exportent ce coton en Angleterre jusqu'à Liverpool, où le coton est transformé en tissu qui est ensuite réimporté dans le monde entier aux États-Unis. Donc, vous voyez, les États-Unis modernes sont nés sur une idée importante, des méthodes importantes qui ont été celles de Colbert. Elle est aussi en Allemagne, hein. Vous savez qu'en Allemagne, l'Allemagne n'existait pas au début du 19e siècle, hein. Il y avait une trentaine d'États. Le plus important, c'était la Prusse. Avant la création de l'Allemagne moderne, eh bien, il y a eu l'idée qu'il fallait que l'Allemagne soit indépendante de l'Angleterre, superpuissance économique, hein, politique aussi. Et vous avez un grand économiste allemand, Litz, qui s'inspire aussi des méthodes colbertistes pour que l'Allemagne crée les différents États allemands, hein, plutôt, pas encore unifiés. L'unification se fera en 1871. Crée donc une économie, une industrie indépendante. Et puis vous avez le Japon, autre exemple célèbre. Le Japon, c'est le seul grand pays du monde, hein, qui échappe au colonialisme féroce des Portugais, des Hollandais, des Anglais et des Français. Et le problème, c'est qu'il a gardé son indépendance politique, mais la même chose, hein, il dépend économiquement. Donc, ce qu'on appelle l'ère Meiji, donc dans les années 1860 aussi, Weimar,
bien, c'est basé aussi sur des méthodes colbertistes de combinaison de l'initiative de l'État et aussi d'incitation à permettre aux entreprises privées de se développer. Alors, au début, c'est surtout l'État, comme Colbert l'a fait, et ensuite, évidemment, c'est le privé. Et vous avez enfin, on va sauter des autres exemples, la Chine de Deng Xiaoping. La Chine, effectivement, est indépendante politiquement, on pourrait dire, depuis la révolution de 1949, depuis l'accession au pouvoir du Parti communiste, mais elle est restée très dépendante de l'Union soviétique, avec qui elle a rompu. Et quand, en 1978, Deng Xiaoping prend le pouvoir, la Chine est un nain économique. Hein. Le pays sort de période extrêmement dure de guerre civile, puis après de mouvements chaotiques au sein de la Chine populaire, hein, la révolution culturelle, par exemple, le grand bond en avant, qui est un échec. Et Deng Xiaoping, lui, veut reconstruire aussi une économie, construire une économie chinoise marquée par la combinaison entre les directives de l'État, mais aussi l'incitation aux initiatives privées. Donc, quelque part, on peut dire aussi, et des magazines américains l'ont noté, ils ont dit que Deng Xiaoping, c'était le Colbert chinois. Hein. Voilà, de manière très rapide, et on pourra retourner à notre pays parce que le programme du Conseil national de la résistance, hein, qui n'était plus dirigé par Jean Moulin, qui était assassiné par les nazis, mais quand le programme économique du Conseil national de la résistance a été mis en place, c'était la même chose. La France allait recouvrir son indépendance politique, hein, en chassant, grâce aux Alliés, les nazis de notre pays, mais le pays était ruiné. Il fallait le reconstruire. Et on peut dire qu'il y a eu un consensus colbertiste entre les gaullistes, les communistes, les socialistes, tous les acteurs de la résistance, hein, pour dire, voilà, quelque part, on va reconstruire notre pays en s'appuyant sur des méthodes colbertistes, avec le rôle de l'État, et aussi le soutien aux initiatives privées quand le secteur privé pourra se relever. Il faut bien voir, on a parlé de la sortie de la France, 1661, le pays est complètement ruiné, hein, et quelle est la grande puissance économique du monde? C'est un tout petit pays qu'on appelle les Provinces-Unies. Hein. Les Provinces-Unies sont, comme son nom l'indique, des provinces dont la plus importante est la Hollande, on dit souvent la Hollande, qui se sont libérées du joug des Habsbourg, dont on a parlé tout à l'heure, hein, et qui ont créé une république qui a comme caractéristique d'être le seul pays d'Europe, peut-être au monde, où on admet les religions différentes. Hein. Donc, les protestants essentiellement, les catholiques et les juifs. Le fameux Spinoza, par exemple, qui vivait à Amsterdam. Et Colbert est à la fois fasciné par la puissance économique des Provinces-Unies. 90% de la flotte commerciale en Europe est hollandaise. Alors, je dis hollandaise, c'est un abus de langage, les Provinces-Unies, mais c'est la Hollande la principale, et Amsterdam la plus grande ville. Il y a une bourse, il y a des entreprises extrêmement florissantes, et les Provinces-Unies font du commerce avec le monde entier. Il y a une compagnie de commerce international qui va vers l'Asie, il y en a une autre qui va vers l'Amérique. Les richesses s'accumulent énormément dans les Provinces-Unies, et on le voit par la floraison des grands artistes qui travaillent pour la riche bourgeoisie hollandaise. Alors, ce qui fascine Colbert, c'est pas du tout la démocratie. Claire, c'est un homme au service de la monarchie de droit divin, donc 14, mais donc là, ce début de démocratie, c'est pas du tout sa tasse de thé, dirons-nous. Mais par contre, le dynamisme économique de la Hollande le fascine. Et son objectif, c'est de rattraper la Hollande, en particulier dans un domaine essentiel, hein, c'est la navigation marchande, les bateaux. La France ne dépend plus du
de la flotte de commerce hollandaise. Et évidemment, qui dit flotte de commerce dit aussi flotte de guerre, hein, pour protéger. Donc, il va s'atteler à la construction d'une une nouvelle marine, hein, et donc il faut évidemment des forêts, il faut des chantiers de construction navale, il faut de la métallurgie, il faut des tissus, et il va pas hésiter à faire ce on appellerait aujourd'hui l'espionnage industriel, hein, soit en espionnant directement, soit en corrompant les meilleurs ouvriers, hein. Et dans ce cas-là, par exemple, il a demandé à des entrepreneurs hollandais de s'installer du côté d'Amiens, Albert, pour que il y ait des manufactures de draps, hein. Il fait la même chose parce qu'une autre puissance moins importante, était la première, mais qui ne l'est plus, c'est Venise. Venise, c'est la reine du verre, Murano, hein, une petite île dans la lagune. Et là, il va acheter, il va corrompre des ouvriers vénitiens pour venir en France, dans le dans le faubourg Saint-Antoine. Et ensuite, comme c'est trop étroit, donc ça va aller à Saint-Gobain, dans la forêt de Saint-Gobain, au nord de l'An. Donc, il essaie de dépasser les Provinces-Unies, qui est la première puissance économique. Et il va en partie y réussir, hein. Il y aura aussi des guerres, on peut en parler. Une guerre contre la Hollande. C'est la seule guerre qu'il ait soutenue. Alors, moi, je suis, comme je vous l'ai dit, économiste. Et donc, effectivement, j'ai baigné dans la première partie de ma vie, dans une période où on était très fiers de notre industrie. En particulier, on a parlé des programmes du Conseil national de la résistance, hein, qui ont permis la planification lors de la 4e République, puis ça s'est prolongé lors de la 5e République avec le retour du général de Gaulle aux affaires. Il y a une chose étonnante, c'est qu'on était parti de rien du tout. Je vais prendre l'industrie sur laquelle je travaille, l'industrie aéronautique, hein. Et bien, on n'avait plus rien, et on a reconstruit une industrie. On était très fiers de cette industrie, pas uniquement l'aéronautique spatiale, mais le ferroviaire, l'énergie, hein, etc., etc. Et puis, ça a basculé, vous l'avez tout remarqué, dans les années 80. Non seulement on s'est mis à désindustrialiser, mais certains sont même à dire que c'était très bien. Finalement, il ne fallait plus d'industrie. Il y avait même des grands chefs d'entreprise qui parlaient d'entreprises sans usine, hein. Et non seulement les praticiens, les chefs d'entreprise faisaient, mais il y a certains économistes qui disaient, voilà, dans le cadre du libre-échange, il n'y a aucune raison que la France ait une industrie. Alors, moi, ça m'avait choqué, hein, parce que j'étais sans doute déjà colbertiste de formation. Et effectivement, cette appréhension devant la désindustrialisation, elle est devenue de plus en plus grande. De voir qu'on perdait complètement notre souveraineté dans pratiquement tous les domaines. Et quand nous avons eu le projet d'écrire ce livre, c'était déjà bien avancé, hein, et cette inquiétude est devenue de plus en plus grande. Il y a 2 événements qui l'ont effectivement accentué, cette inquiétude. C'est, vous en doutez bien, la pandémie. On a vu qu'on était complètement désarmés. Dans le livre, nous avons un de nos collègues, Xavier Leroy, qui travaille avec Néoma, l'école de commerce de Reims, qui a écrit un très bon article sur l'industrie pharmaceutique, hein, où, avant le Covid, déjà, il s'inquiétait du fait que nous n'avions plus d'industrie pharmaceutique. Et deuxième événement, qui n'est malheureusement pas terminé, c'est la guerre en Ukraine. On voit la dépendance complète, non seulement de la France, mais aussi de l'Europe, qui n'est plus autonome du point de vue économique, industriel, à la fois pour ses ressources, mais aussi pour la production d'industrie. Et cette dépendance à l'égard de la Chine, hein, est extrêmement forte. Donc là, on a bien vu que, autant, si on prend le président actuel là, qui est en compétition électorale, on voit bien que son discours n'était pas du tout colbertiste lors de la campagne électorale de 2017. Tout le monde a remarqué combien il a changé. Il parle de plan maintenant. L'éducation, c'est très colbertiste.
Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience générale chez les responsables, mais aussi chez les intellectuels, les économistes, et sans doute une partie de la population, sur le fait qu'il faut à nouveau réindustrialiser. Réindustrialiser, ça ne va pas dire relocaliser, hein. On ne va pas revenir à l'industrie des années 70-80. Alors, avec l'Université de Reims et puis d'autres institutions, nous organisons le 10 mai 2022, avec l'aide d'ailleurs de la ville de Reims, une journée d'études, et ensuite on refera un colloque qui s'appelle, ce colloque, peut-on réindustrialiser la France, sous quelles conditions? Et effectivement, veut dire qu'on va s'inspirer sans doute de la politique de Colbert, mais on ne va pas faire du copier-coller. La situation en 2022 n'est évidemment pas la même que celle de 1661, hein. Mais quelque part, il y a des points de ressemblance, hein, et la réflexion collective est importante. D'ailleurs, dans la ville de Reims, c'est intéressant, c'est que le maire de la ville, M. Robinet, il a créé une commission qu'il a appelée Commission Colbert pour réfléchir localement à la relance de l'économie rémoise et sa possible réindustrialisation. Parce que Reims, comme toutes les grandes villes de France, a perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois industriels. Alors oui, je ne sais pas si on peut poser en ces termes. C'est un homme d'État, alors avec toutes les caractéristiques négatives et positives d'un homme d'État. C'est-à-dire que s'il arrive au pouvoir, c'est évidemment, vous savez qu'il a la peau dure et qu'il est extrêmement ambitieux. Il a dû en avaler des couleuvres. D'ailleurs, l'emblème des Colbert, c'est une couleuvre. Il en a avalé énormément. Le rapport avec Louis XIV n'était pas facile. Alors, si on essaie de synthétiser un peu l'image de Colbert, c'est la question que vous posez, à travers les siècles. À son époque, il suscite la haine. La haine, parce qu'il est ministre des Finances, si on peut dire. Bon, c'est rare qu'un ministre des Finances soit aimé, hein. Bon, et la fiscalité est extrêmement injuste. C'est vrai qu'il a essayé d'améliorer un peu, mais il n'a pas osé, et Louis XIV encore moins, réformer. C'est Vauban, le grand Vauban, qui va essayer de proposer une réforme de la fiscalité qui soit juste, hein. Son image est donc très, très négative à l'époque, hein. Beaucoup de privilégiés lui en veulent beaucoup d'avoir remis en cause leur pouvoir, hein. Alors, ensuite, il va réapparaître peu à peu, effectivement, curieusement, avec la Troisième République. Ça peut paraître bizarre, hein. C'est le serviteur d'un monarque de droit divin. Et c'est la Troisième République qui veut rompre justement avec l'Empire, le Second Empire, avec la monarchie, qui va en faire, dans ses ouvrages scolaires, le Tour de France par deux enfants, fameux ouvrage pluridisciplinaire, hein, et puis le Lavis, et puis d'autres ouvrages, il va en faire un homme qui représente quelque part un idéal républicain. Alors, il est présenté d'abord de manière tout à fait idéaliste, comme un pauvre fils de petit commerçant rémois, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, comme je l'ai expliqué, pour montrer que grâce au travail, c'est un bourreau de travail, donc on met sa capacité de travail, ce qui est juste, sa rigueur. Le fait aussi que, quelque part, il met en cause des dépenses somptuaires, Versailles, de Louis XIV, et puis bien d'autres, les dépenses de la cour, et puis aussi les guerres sans fin de Louis XIV, hein. Même s'il est ministre très important, il a osé critiquer Louis XIV sur ces choses-là, hein. Il était sans doute en disgrâce à la fin de sa vie, de ce fait, et il est présenté donc un homme qui gère le budget de l'État de manière extrêmement rigoureuse. Et puis, autre point important, la France a été défaite en 1870 par les Russes. Eh bien, lui, en 1661, il a remonté l'économie de notre pays et il est montré aussi comme l'exemple typique d'un homme d'État au service du développement économique de notre pays pour obtenir sa souveraineté nationale. Alors, c'est curieux, cette image de Colbert, hein, ce Colbert qui est mis en avant comme un des grands hommes de notre roman national, hein,
d'autres, hein, mais ayant un point très important, hein, c'est un point très important. Il va perdurer pratiquement jusqu'au début de la Ve République, même un peu plus, disons, dans les années 70-80. Alors, après, troisième période, hein, à nouveau, il va être l'objet de critiques, non pas tellement sur son action économique, mais sur la question, effectivement, de l'esclavagisme. Alors, c'est important de rappeler les faits. On est donc au début du XVIIe siècle et tous les pays d'Europe, tous sans exception, pratiquent le commerce triangulaire. On part de l'Europe, d'Amsterdam, ça peut être de Nantes, ça peut être de Liverpool, de Lisbonne, avec du matériel militaire, des fusils, des bijoux, de l'alcool. On le vend sur les côtes africaines à des rois africains, les rois du Bénin, par exemple, hein, et d'autres, hein, qui achètent ces matériels, qui leur permettent de faire la guerre, qui, eux, ont capturé des personnes et ils les vendent. Et ces gens ont allé travailler dans des conditions horribles. Le transport est déjà horrible, hein, et ils vont effectivement travailler dans les champs de coton, entre autres, d'autres exploitations. Et puis la richesse accumulée, le coton, le café, le cacao, etc., reviennent en Europe et les profits sont énormes. Alors Colbert s'inscrit complètement dans cette économie triangulaire. Ça, c'est pratiqué par tout le monde et lui ne s'y oppose pas. À l'époque, il n'y a pratiquement personne qui s'y oppose. Et sa spécificité, c'est que dans les Antilles françaises, effectivement, il y a des plantations. Mais la plupart des planteurs agissent comme des petits féodaux. Ils font ce qu'ils veulent. Alors Colbert décide de réglementer, parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est un grand réglementaire. Ce n'est pas un libéral, hein, du tout. Il aime les lois, il aime encadrer. Et il pense qu'il faut vraiment des règlements. Des règlements, pas pour des raisons, pour protéger les esclaves, pas du tout pour des raisons humanitaires, hein. Il faut être clair, pour des raisons qui sont doubles. Deux raisons. La première, elle est économique. C'est qu'effectivement, Colbert sait que ça coûte très cher, cette opération dont je vous ai parlé, de commerce triangulaire, aller chercher des gens, payer, les transporter, il y a beaucoup de pertes, hein. Et il pense que le mieux, c'est de traiter correctement les esclaves pour qu'ils puissent travailler, qu'ils ne meurent pas, qu'ils puissent se reproduire. Donc, il ne faut pas séparer les familles, c'est marqué dans le Code noir, hein. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour des raisons militaires, c'est pour des raisons d'intérêt économique. Et puis la deuxième raison de ce Code noir, c'est essentiellement politique. C'est que pour Colbert, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de l'État, hein. Après la Fronde, le pouvoir de l'État s'est imposé contre la bourgeoisie parlementaire, contre les grands, comme on disait, les feudaux. Et donc, il veut mettre au pas ses planteurs en leur disant, voilà, vous obéissez aux lois, point barre, et vous ne faites pas ce que vous voulez. Alors, en réalité, qu'est-ce qui va devenir de ce Code noir? Malheureusement, on pourrait dire, quelque part, je parle, évidemment, c'est contre-intuitif ce que je dis, il protège tout de même relativement les esclaves par rapport aux pratiques qui sont celles de tous les planteurs. Alors, en gros, les planteurs français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont donc en Guadeloupe, en Martinique, ils disent, mais ça ne va pas, on dirait aujourd'hui une distorsion de concurrence, parce que les Hollandais, les Portugais, les Anglais, nos collègues, nos concurrents, font ce qu'ils veulent, et vous nous imposez des limitations, il ne faut pas battre comme ci, il faut pas séparer les familles, ainsi de suite. Et donc, il ne va pas être appliqué, parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, hein. D'ailleurs, cette loi, ce Code noir va être réécrit du temps de la Régence, Louis XV, hein, donc après Louis XIV, de manière beaucoup plus dure pour les esclaves. Alors, ce que je dois dire sur ça, vous voyez, j'ai bien replacé le cadre économique et politique du Code noir, c'est qu'évidemment, c'est un code de son époque. Et c'est tout à l'honneur des révolutionnaires français, et l'abbé Grégoire, qui vont supprimer l'esclavagisme dans nos colonies, mais il va être rétabli par Napoléon Bonaparte. Alors, s'il y a quelqu'un, effectivement, qu'on pourrait attaquer sur ce point, c'est Napoléon Bonaparte qui vient après les Lumières.
les Lumières ont dénoncé, Diderot en particulier, et encore d'autres, beaucoup d'autres dans l'encyclopédie, hein, ont dénoncé l'esclavagisme. En Angleterre, il y a aussi eu un mouvement anti-esclavagiste, les Quakers en particulier. Et donc, après la Révolution française et l'abolition de l'esclavagisme, il est remis, hein, et c'est la Deuxième République, 1848, hein, qui va l'abolir définitivement. Donc voilà, moi je pense que s'attaquer à Colbert sur ce point est contre-productif parce qu'il n'est effectivement qu'un homme de son époque, il n'a pas remis en cause l'idéologie de son époque, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de formes d'esclavagisme. Et pointer Colbert comme le bouc émissaire de l'esclavagisme, c'est effectivement très, très, très contre-productif. Regardons l'esclavagisme d'aujourd'hui qui continue, hein, sous différentes formes, au lieu de nous attaquer à un homme de son temps. Le colbertisme, c'est une vision de l'économie politique qui n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans un courant qu'on appelle le courant mercantiliste. Qu'est-ce que le mercantilisme? C'est l'idée qu'un État, pour être puissant, l'État au sens strict, hein, pareil d'État, doit avoir des ressources. Pour avoir des ressources, il faut que l'économie du pays soit prospère et qu'il y ait beaucoup de numéraires. À l'époque, hein, la richesse, c'est l'or ou l'argent. Et donc, pour accumuler cet or et cet argent, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode espagnole. On pille l'Amérique du Sud, hein, on exploite les Indiens et puis les Noirs, et dans des galions, on apporte l'or et l'argent, mais on a remarqué que ça a eu un effet extrêmement négatif pour l'Espagne, puisqu'elle s'est ruinée, les gens ne travaillaient plus parce que l'or arrivait, hein, des colonies. Alors Colbert, lui, il va plutôt s'inspirer du modèle mercantiliste des Provinces-Unies dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que pour pouvoir accumuler l'or, eh bien, il faut exporter plus, il faut importer. Et pour exporter, eh bien, il faut produire. Il faut produire à la fois des produits manufacturés et aussi produire des produits agricoles. Et son objectif, c'est de rendre à nouveau la France puissante. Il s'inspire d'un autre grand homme d'État, Richelieu, qui avait essayé aussi de faire ça, mais qui a été interrompu par une mort précoce. Et donc, il part de l'idée de reconstruire donc l'économie nationale pour que le pays soit riche et l'État puissant. L'État puissant, c'est aussi qu'il peut financer une armée. Et donc, à partir de là, il va mener une politique extrêmement méthodique, hein, pour construire une économie puissante. Il a mis plus l'accent sur l'industrie que sur l'agriculture. Ça lui a été reproché, hein. S'il avait eu le temps, peut-être qu'il aurait fait différemment. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'effectivement, le pays retrouve une souveraineté économique, hein. Il commence à exporter plus qu'il importe, hein. On prend l'exemple des verres, tout est importé, les tissus, tout est importé, c'est exporté. Le pays commence à accumuler l'or et l'argent et redevenir riche, et l'État devient riche. Alors, pour terminer, ce qui est vrai, c'est qu'on a reproché à Colbert d'être dirigiste. Une des critiques de Colbert, du colbertisme à la fin du XXe siècle, c'était ça, hein. Le Conseil national de la résistance, son programme qui a été déroulé lors de la 4e et la 5e République, c'était de l'économie mixte, hein, et semi-dirigiste avec la planification. Mais Colbert est un homme pragmatique. Il voit bien qu'en Hollande et aussi en Angleterre, il y a énormément d'entrepreneurs dynamiques privés qui prennent des risques. En France, non. La bourgeoisie, elle est extrêmement frileuse. Dès que les gens ont un petit peu d'argent, ce qu'ils font, ils achètent des terres et ils essaient d'être nobles. Ou bien ils achètent des charges de magistrats, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Et ils n'investissent pas dans l'industrie. Donc, il a ce constat. Et donc, il dit, puisqu'il n'y a pas d'initiative privée, c'est l'État qui doit prendre en charge ce que les entrepreneurs privés ne font pas. Bon, et quand il y a des entrepreneurs privés dynamiques, comme Riquet, par exemple, dont j'ai parlé pour le canal du Midi, là, par contre, il aide, hein. Voilà, en gros,
de manière très simple, défini ce qu'est le colbertisme, qui n'est pas du tout une théorie, qui est plutôt une politique en action, très pragmatique. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de trouver des recettes toutes faites dans ce qui s'est passé au XVIIe siècle. Il s'agit de voir que Colbert a une vision, il a un objectif, il a des éléments intermédiaires, il a une méthode de travail. Et il essaie, à travers les enquêtes approfondies, de déterminer quels sont les points prioritaires où on doit investir. Et évidemment, ça se passe au niveau de l'État. L'État, c'est la constitution des États-nations au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on est dans une situation tout de même très différente. Il y a l'État, toujours là, il y a les collectivités locales qui jouent un grand rôle, les villes, quelque part les régions, bien qu'en France ce soit plutôt ectoplasmique. Et évidemment, il y a l'Europe. Alors, il y a certaines questions qui peuvent être résolues au niveau local, avec la méthode colbertiste, d'autres au niveau étatique, d'autres au niveau européen, d'autres au niveau mondial. Si on prend l'enjeu de l'eau, on développe dans notre ouvrage, à la fin, sans donner des solutions. C'est vrai que la question de l'eau, la question du réchauffement climatique aussi, globalement, ce n'est pas un pays qui va le résoudre, même pas un continent. C'est des questions qui ne peuvent être résolues qu'au dans la coopération mondiale. D'autres questions, par contre, peuvent être résolues au niveau local. Donc, il y a différents échelons dans lesquels les méthodes colbertistes, je dirais plutôt les méthodes colbertistes peuvent être appliquées. Ça n'est pas du tout une solution miracle pour résoudre les immenses problèmes qui sont devant nous au XXIe siècle. Alors, on l'appelait, et ça rejoint un peu votre question, Colbert, source d'inspiration pour les décideurs d'aujourd'hui. Et on a mis en sous-titre économie, entreprise, art, sciences, etc. Alors, on a mis source d'inspiration, ce qui veut dire effectivement pas du tout des recettes, mais réfléchir à ce qui a été pratiqué en France au XVIIe siècle, ensuite aussi dans d'autres pays, et à nouveau en France, voir en quoi ça peut nous aider à avoir l'inspiration. L'inspiration, c'est se projeter dans l'avenir, avoir une vision du monde. On reproche souvent aux hommes politiques, des politiciens, de ne pas avoir de vision du monde ferme, réalistienne. Bon, De Gaulle, on peut ne pas l'aimer, mais il avait une vision du monde. Churchill, la même chose. Bon, d'autres avaient d'autres visions du monde, malheureusement catastrophiques. Mais là, il s'agit tout de même des visions du monde positives. L'autre chose importante, c'est tous les domaines. L'idée, c'est que Colbert a touché à tout. C'est-à-dire que l'économie, le droit, les arts, les sciences, puisque tout est interconnecté. Faire fonctionner un pays de manière harmonieuse, c'est laisser aucun domaine de l'activité de côté. Et puis, troisième chose importante, c'est la combinaison entre action publique et action privée. Séparer les deux, c'est amener des impasses. Le tout État, ça amène à des catastrophes. Le tout entreprise privée, ça amène aussi à des catastrophes. Donc, c'est trouver à chaque fois de manière très pragmatique quel est le poids du public et le poids du privé. Et le poids du public, encore une fois, ça n'est pas uniquement au niveau étatique comme du temps de Colbert. Ça peut être infra-étatique, ça peut être au niveau local avec les associations, les communes, et ça peut être au niveau supra-étatique, européen, et puis aussi pour certaines questions mondiales. Je remercie mon invité d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro NAZAP.